Dans cette vidéo, il y aura beaucoup d'informations intéressantes et des conseils pratiques. Plusieurs d'entre vous risquent d'être tentés de tout prendre en note ce que je dis. Servez-vous d'une feuille et d'un crayon plutôt pour écrire vos pensées. Qu'est-ce que le Seigneur met sur votre cœur pendant que je parle? Le but ici de cette conférence n'est pas de remplir vos têtes d'informations pour pouvoir analyser les gens qui vous entourent, mais plutôt de trouver des perles qui vont vous permettre de mieux communiquer l'amour avec les autres. Par contre, pour ceux qui veulent plus d'informations sur le sujet, la conférence provient entièrement d'un livre qui s'appelle Les langages de l'amour, écrit par Gary Chapman. C'est un livre plaisant et facile à lire. Au printemps 2017 est décédée ma très chère grand-maman. À l'église, j'ai eu l'honneur de lui rendre hommage devant ma famille et ses amis. Voici ce que j'ai dit. Plusieurs de mes plus beaux souvenirs d'enfance se situent en pédalo sur le lac des Citelles, une canne de pêche à la main avec ma grand-maman. Le soir où j'ai appris son décès, le premier beau souvenir qui m'est revenu d'elle est le jour où j'ai attrapé ma première truite avec grand-maman. Elle faisait à peine 2 pouces de long, un méné, mais j'étais tellement fier et je ressentais la joie de grand-maman à mon succès. Bien sûr, je voulais manger ma truite. Alors elle a pris son couteau et avec ses mains habiles, elle a coupé de minuscules filets dans la minuscule truite qu'elle a ensuite fait cuire dans du beurre et mis dans une assiette pour que je déguste mon trophée. C'est dans les petits gestes comme cela que ma talentueuse grand-maman montrait son amour profond pour sa famille. Rien de trop beau pour nous. Des repas du jour de l'an au jardinage de fleurs et de légumes pour tout le monde. Elle savait aimer avec ses mains. Sa famille était son plus précieux trésor. Elle en était fière et son plus grand souhait était de la garder forte et unie. Le meilleur hommage que nous pouvons faire à grand-maman aujourd'hui est d'être ensemble et de rester unis comme famille. Merci grand-maman pour ton amour. Merci pour l'exemple que tu nous as laissé dans ton mariage et dans la simplicité. Ma grand-maman était une femme pleine d'amour que je n'ai jamais entendu dire « je t'aime ». Elle aimait avec ses mains, dans sa cuisine, à préparer un repas du jour de l'an. Tout devait être à la perfection. Derrière sa machine à coudre, ou à arracher le bardeau sur le toit du garage, rien était trop dur pour servir ceux qu'elle aimait. Certains de mes plus précieux souvenirs sont sur le lac des Citelles, à la pêche avec ma grand-maman, ou en train de jouer au beigne, un jeu de cartes avec mes grands-parents. Elle savait créer des moments précieux, et nous éprouvions tous la compassion pour le pauvre poisson que ma grand-mère transformait en filet, avec une rapidité et une précision dignes d'un grand chef de restaurant japonais. Ma grand-mère ne disait jamais « je t'aime », avec ses paroles, mais personne ne pouvait douter de son amour, parce qu'en la connaissant, on avait appris à comprendre ses langages d'amour. Une des plaintes qu'on entend souvent dans les relations de couple et les relations familiales aujourd'hui, c'est « je me sens pas aimé par l'autre » ou « elle me dit jamais je t'aime » ou « elle ne prend pas l'initiative de me toucher tendrement » ou « il ou elle m'achète jamais rien » ou « elle ne m'écoute pas, ne me parle pas » on fait jamais rien ensemble ou encore « il ne m'aide pas, il faut toujours que je demande pour qu'il fasse quelque chose dans la maison » Et suite à la répétition constante de cette insatisfaction dans notre besoin, nous tirons la conclusion que l'autre ne nous aime pas vraiment. Plusieurs couples, après plusieurs années de frustration, en viennent à la conclusion qu'ils ne s'aiment plus et se séparent pour trouver l'amour ailleurs. Pourtant, est-ce que c'est vrai qu'il n'y avait pas d'amour? Si vous avez choisi d'être en couple, c'est parce que vous ressentiez de l'amour l'un pour l'autre. Il y avait une communication de cet amour. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'on ne sente plus l'amour de l'autre? Est-ce que cet amour-là a disparu ou on ne le ressent plus? Ce sont des questions auxquelles nous allons tenter de trouver des réponses ensemble. Je parle dans le cadre du couple ici, mais la même réalité s'applique dans le cadre d'une relation familiale, d'un parent avec un enfant, entre frères et sœurs ou entre amis. Je ne prétends pas pouvoir vous dire comment régler vos problèmes relationnels, mais ce qu'on va parler dans cette vidéo est un élément qui est important, c'est la communication émotionnelle. Avant de continuer, et rentrer dans les 5 langages, on va commencer par parler du réservoir de l'amour. Gary Chapman, l'auteur du livre Les 5 langages de l'amour, a observé de son expérience comme thérapeute conjugal que chaque personne a à l'intérieur de lui un réservoir d'amour qui a besoin d'être rempli régulièrement. Un réservoir plein apporte un sentiment de bien-être, mais un réservoir vide nous fait sentir mal, frustré. Et une personne qui fait face à cette souffrance va développer des comportements parfois néfastes pour apaiser la douleur. Et ces comportements-là sont l'équivalent de boire de l'eau pour calmer sa faim. Ça soulage un peu le mal pour un temps, mais ça ne comble pas le besoin.
L'amour est le carburant émotionnel qui nourrit notre vie. On a été créés comme des êtres relationnels. Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et quand il dit dans la Bible qu'on a été créé à son image, il s'agit d'une image à multiples dimensions. Il y a l'être humain, dans l'être humain, une dimension physique qui nous permet de communiquer avec le monde matériel dans lequel on vit. Il y a aussi une dimension spirituelle qui nous permet de communiquer avec le monde spirituel invisible. Et finalement, l'humain a une dimension émotionnelle qui nous permet de rentrer en relation. La Bible nous dit que Dieu est amour. Ayant été créé à son image, la base de notre vie émotionnelle, c'est l'amour. Toutes les autres émotions sont en relation avec une abondance ou un manque d'amour dans notre communication relationnelle. Nous avons comme une voiture la capacité d'emmagasiner de ce carburant d'amour. Ce réservoir nous permet de continuer de fonctionner normalement pour un certain temps dans un environnement où il n'y a pas de communication d'amour envers nous. Mais après un certain temps, le réservoir se vide et notre âme demande un remplissage. Notre appétit pour recevoir de l'amour se fait de plus en plus ressentir et si on n'est pas rempli à nouveau, cet appétit devient criant et même insupportable. Nous cherchons à ce moment-là l'apaisement de cette souffrance à tout prix dans tout ce qui peut engourdir notre mal ou remplir un peu notre réservoir. Ce manque est la base de beaucoup de nos comportements qui sont néfastes et dommageables. Cette réalité est vraie pour le couple, pour la famille et pour nos relations d'amitié. Et ce, à tout âge, de l'enfant qui fait des mauvais coups pour avoir de l'attention, jusqu'au vieillard qui appelle l'ambulance pour combattre la solitude. Alors, pour garder un être cher heureux, il suffit de lui communiquer de l'amour régulièrement. C'est facile, non? L'amour se communique comme par une langue. Pas tant que ça. Gary Chapman a observé qu'il ne suffit pas de dire « je t'aime ». Il faut le faire dans le langage de l'amour de la personne aimée. C'est pareil comme les langues parlées. Aujourd'hui, cette conférence vous communique beaucoup d'informations qui auront un impact sur vos vies. Vous allez recevoir cette information. Elle va élever à votre esprit différentes situations dans votre vie. Il entamera une réflexion, puis des discussions qui, j'espère bien, mèneront à des décisions bénéfiques pour vos relations. Mais si je me déplace quelques centaines de kilomètres au sud, aux États-Unis, cette conférence ne va rien leur apporter du tout. Seulement de la confusion. Pourquoi? L'information est la même. L'expérience humaine des gens qui écoutent cette vidéo est très similaire. Mais cette conférence-là est en français. Puis la langue là-bas, c'est l'anglais. Alors, pour bien communiquer là-bas, il y a deux options. Soit que je change la langue que j'utilise pour communiquer à l'anglais, ce qui demanderait un effort supplémentaire, ou c'est mon auditoire qui doit apprendre le français, ce qui leur demande un énorme effort et beaucoup de temps. Mais je n'ai pas de pouvoir sur la volonté de mon auditoire d'apprendre le français. Donc, je ne peux pas leur exiger cet effort, je ne peux pas les tenir responsables de notre mauvaise communication. La seule personne sur qui j'ai le contrôle, c'est moi. Donc, la responsabilité est à moi d'apprendre à bien communiquer dans leur langue. La communication de l'amour, c'est similaire. Pour bien communiquer l'amour, je dois apprendre à parler le langage d'amour de l'autre et lui parler dans son langage. Mais je dois aussi l'apprendre pour être capable de recevoir l'amour qu'il m'envoie quand il utilise son langage et non le mien. Je ne peux pas exiger de mon conjoint d'apprendre mon langage et le tenir responsable quand il est incapable de comprendre ou d'exprimer mon langage d'amour. C'est à moi de faire l'effort pour apprendre le langage de l'autre et de le parler. Gary Chapman classe les langages d'amour en 5 catégories. Mais il faut être conscient que, comme les langues parlées, chaque langage d'amour a aussi des accents et des dialectes. J'ai grandi à Boucherville. La première fois que j'ai rencontré mon beau-père Beauceron, j'ai pas tout compris ce qu'il me disait avec son accent. Mais à force de le côtoyer, j'ai appris son accent, son vocabulaire particulier, puis sa façon de parler a changé aussi. On parle la même langue, mais les accents sont différents. C'est pareil pour les langages d'amour. On commence par apprendre la langue de l'autre, mais avec le temps et l'expérience, on perfectionne la communication en découvrant son accent particulier. Les 5 langages d'amour sont les paroles valorisantes, le temps de qualité, les cadeaux, les services rendus et le toucher physique. Chaque personne parle le langage d'amour comme langue maternelle, mais parle et comprend aussi très bien un deuxième et parfois un troisième langage d'amour. Mais même si on parle bien une langue seconde, il n'y a rien comme entendre sa langue maternelle. À 21 ans, j'ai passé 3 mois au Mexique, entouré seulement d'anglophones et d'hispanophones. Je me rappelle avoir croisé 3 Québécois dans la rue.
qui parlaient ensemble. Ils parlaient le français. C'était vraiment des étrangers, mais j'ai collé après eux comme une mouche pour recevoir le réconfort de ma langue maternelle. La personne qui a comme langue maternelle le langage d'amour des paroles valorisantes communique et reçoit l'amour par les compliments. Si vous parlez ce langage, vous aimez beaucoup qu'on souligne vos succès. Vous êtes en extase devant une lettre d'amour. Pour vous, un je t'aime est important, mais il doit être profond, intentionnel. Pas seulement lancé à la volée dans le vide. Pour cette personne, un compliment, c'est très important. Puis un reproche, une insulte ou un commentaire sarcastique, c'est très blessant. La personne qui a comme langage d'amour le temps de qualité se nourrit de l'attention complète de l'autre. Vous appréciez particulièrement les longues conversations profondes autour d'un café. Vous êtes particulièrement insulté quand l'autre regarde son cellulaire ou la télé pendant que vous lui parlez. Vous aimez les aventures en couple ou entre amis, les activités et les sorties. Ce qui compte pour vous, ce n'est pas ce que l'on fait, c'est qu'on le fasse ensemble dans un moment de qualité. Les conversations sont très significatives et se faire couper la parole, c'est très insultant. La personne qui a comme langage d'amour, les cadeaux, va avoir tendance à être un collectionneur de souvenirs. Ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui exige qu'on dépense une fortune pour elle, mais elle aime les cadeaux qui sont significatifs. Des souvenirs précieux sont souvent associés à des objets symboliques. Cette personne aime les surprises et en échange offre souvent des cadeaux à ceux qu'elle aime, mettra beaucoup d'efforts dans ses attentions. Elle aime donner et recevoir, et refuser un cadeau de sa part, c'est blessant pour elle. La personne qui a comme langage d'amour les actes de service exprime et reçoit son amour par des gestes. Elle aime rendre service. C'est la personne qui se sent particulièrement aimée quand le souper est prêt et la maison est propre quand il arrive. C'est la personne qui lave la voiture tous les dimanches, aime que la maison soit propre. Quand elle fait à manger pour la visite, c'est toujours un banquet. Attention, c'est pas parce que vous êtes Mme Blancheville ou Monsieur Travaillant que c'est nécessairement votre langage d'amour. Il y a différents facteurs, comme l'éducation, qui peut vous rendre comme ça. Mais c'est la personne qui le fait pour communiquer son amour. C'est pas une corvée désagréable de servir quand on aime. À l'inverse, la négligence et la paresse de l'autre vous insultent particulièrement. La personne qui a comme langage d'amour le toucher physique, c'est un colleux. Attention, ce n'est pas nécessairement celui ou celle qui a le plus de désir sexuel. La sexualité, c'est une toute autre dimension de la communication émotionnelle. Je ne suis pas un sexologue pour la détailler ici. On parle plutôt ici de tendresse. C'est la personne qui va tenir à ce qu'on tienne la main lorsqu'elle marche. Elle va faire des câlins souvent et en toutes circonstances, surtout avant de partir. C'est la personne qui aime se coller devant un film, qui touche l'épaule en parlant à quelqu'un qu'il aime. Le toucher est très significatif pour eux et le refus de toucher ou d'être touché par l'être aimé est particulièrement insultant. Avant qu'on continue plus en détail dans les langages de l'amour, prenez 2 minutes pour inscrire le langage que vous croyez être le vôtre. Si vous êtes en couple, le langage de votre conjoint. Maintenant, rendez-vous sur le site Internet qui est affiché en bas de l'écran. Sur le site, vous allez trouver 3 versions du questionnaire. Il y a le questionnaire pour elle, qui est en couple, pour lui, qui est en couple aussi, et le questionnaire solo pour les personnes célibataires. Si vous avez des enfants, il y a une version pour les enfants sur le site de orientactiongroupe.com. Il y a 30 questions. Dans chaque question, il y a 2 énoncés. Choisissez entre les 2 énoncés celui qui correspond le plus à vous. Il va arriver que les 2 énoncés sont vrais. Choisissez celui que vous préférez entre les 2. À la fin du questionnaire, comptez le nombre d'énoncés A, B, C, D ou E que vous avez entourés. La lettre que vous avez le plus est, selon le test, votre langage primaire et le deuxième est votre langage secondaire. Alors maintenant, mettez la vidéo en pause et prenez le temps de remplir le questionnaire. Avant de continuer, je vais vous parler du coup de foudre. Si vous êtes un jeune couple qui est ensemble depuis moins de 2 ans, ça se peut très bien que pour vous, le résultat du test ne semble pas concluant. On dirait que vous avez tous les langages de l'amour. Mais vous n'en faites pas, vous n'êtes pas bizarre, vous êtes encore sous l'effet du coup de foudre. Contrairement à la croyance populaire véhiculée par notre culture romantique, le coup de foudre, cet état d'effervescence amoureuse et de bien-être qui dure entre quelques mois à 2 ans, ce n'est pas un état normal. Et par définition,
ça ne peut pas être permanent. Quand cet état amoureux termine, ce n'est pas la fin de votre amour. C'est juste le début de la normalité. Le coup de foudre, c'est un état émotionnel qui est influencé par la biologie de notre corps. On est littéralement drogué par notre cerveau. Nos émotions sont influencées par deux drogues en particulier, l'adrénaline et l'endorphine. L'adrénaline, c'est l'hormone de la peur. Elle éveille tous nos sens, accélère notre rythme cardiaque. Notre cerveau tombe en mode primal, puis nos réflexes sont affinés. Et tout ça, c'est pour être capable de se sauver quand un ours nous attaque. L'endorphine, elle, c'est l'hormone du sommeil. Elle nous fait sentir en paix, calme. Elle provoque un sentiment de bien-être général qui est nécessaire pour tomber endormi. Lors du coup de foudre, ces deux hormones sont sécrétées simultanément chaque fois qu'on est en présence de l'autre ou qu'on pense à l'autre, ce qui provoque en nous un mélange étrange de symptômes des deux hormones. L'adrénaline nous rend très attentifs à l'autre. On a littéralement peur de déplaire à l'autre, donc on devient très réceptif à tous les langages d'amour. Alors que l'endorphine, elle, nous rend calme, nous fait sentir bien. Alors on fait beaucoup d'efforts pour communiquer notre amour et on fait des choses qu'on n'aurait jamais fait autrement. On veut se connaître, donc on fait des activités, on jase au téléphone jusqu'à tard dans la nuit, on communique le langage du temps de qualité. On veut que l'autre sente notre amour, alors on écrit des lettres d'amour, on fait des compliments, on se dit « je t'aime » 1000 fois par jour, on communique le langage d'amour, des paroles valorisantes. On ouvre la porte de la voiture pour l'autre. On lave la vaisselle chez la belle-mère. On lave la voiture avant une date. Ça, on parle le langage des services rendus. On offre des cadeaux. On achète des fleurs. On achète des chocolats. On lui achète un toutou au kiosque à l'expo. On communique le langage des cadeaux. On se tient la main. On fait des câlins. On s'embrasse. On communique facilement le langage du toucher physique. On est très sensible à toutes les petites attentions. Donc, on dirait que notre match est parfait. Notre réservoir d'amour n'aura jamais été aussi plein de notre vie. Puis on s'imagine à tort que notre vie va toujours être comme ça. On écoute Vincent Vallière à la radio chanter « On va s'aimer encore ». Puis là, on s'imagine sur la galerie avec notre amoureuse, 60 ans plus tard, à toujours se sentir en amour par-dessus la tête. Mais la réalité est tout autre. Le coup de foudre, c'est une étape importante parce qu'elle établit la base relationnelle sur laquelle on construit notre vie de couple. Quand ça dure, on pourrait se rappeler de ces moments si précieux où l'autre était le centre de notre vie. Mais la réalité est que quand la romance est finie, c'est le vrai amour qui commence. C'est un amour qui a besoin des efforts pour être entretenu. Donc, si vous êtes encore sur le coup de foudre, ne vous inquiétez pas si vous avez de la difficulté à cerner votre langage d'amour. Vous devrez peut-être refaire l'exercice l'an prochain, ou dans 2 ans, ou pensez à comment vous vous sentez aimé par vos parents, par vos amis, plutôt que par votre amoureux. Maintenant que nous avons mis au clair le coup de foudre, on va pouvoir rentrer dans le détail de chacun des langages d'amour. Vous savez, j'ai la chance d'être marié depuis maintenant presque 20 ans à une femme merveilleuse et on a fait 4 beaux enfants qui sont nés de notre amour, à moi et à Cindy. Donc, si dans les prochaines minutes, je parle beaucoup de ma famille, c'est parce que plusieurs des langages d'amour sont présents dans ma famille. Et c'est mon laboratoire où je fais mes observations et mes expériences. Vous allez me dire, pourquoi dans la même famille, les enfants n'apprennent-ils pas tous le même langage d'amour, comme c'est le cas pour les langues parlées? La réponse se situe dans la complexité des facteurs qui développent notre langage affectif. Il est construit de prédispositions naturelles, d'expériences significatives, de culture familiale, de relations du passé et des relations présentes. Le langage d'amour
est en constante évolution. Il change légèrement avec le temps. Donc, il est possible que dans 20 ans, vous réalisez qu'un langage secondaire soit devenu votre langage primaire, par exemple. Cette complexité explique pourquoi mes 4 enfants, malgré qu'ils soient élevés dans le même environnement, sont différents. D'ailleurs, quand j'ai originalement écrit cette conférence, en 2018, mes enfants avaient un certain langage d'amour. Depuis, mes jeunes enfants sont devenus grands et j'ai dû réécrire complètement cette section parce que leur langage d'amour a évolué puis il a changé depuis. On a effectué un exercice en famille pour se mettre à jour dans nos langages d'amour. Et 2 choses sont ressorties de cet exercice. Premièrement, les langages d'amour de mes enfants ont beaucoup changé. Et même le mien et celui de mon épouse a évolué. Le langage qui ressortait comme secondaire en 2018 est devenu primaire en 2025. Deuxièmement, ce test que l'on a fait en famille a fait ressortir la source de beaucoup de nos conflits. Et 3 points à travailler sont ressortis pour qu'on ait une meilleure communication de l'amour entre nous dans la famille. Parlons premièrement des paroles valorisantes. Proverbe 12, 25 dit « L'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. » Le premier langage d'amour qu'on va aborder, c'est celui des paroles valorisantes. Comme j'ai dit plus tôt, pour la personne qui parle le langage des paroles valorisantes, les mots sont importants. On pense souvent que la personne qui parle beaucoup a le langage des paroles valorisantes. Mais comme on va voir plus loin, ce n'est pas nécessairement le cas. Pour celui dont le langage d'amour est les paroles valorisantes, ce n'est pas la quantité de paroles qui est importante, mais la qualité et l'intention. C'est l'intention derrière les paroles qui compte. Ce sont des gens qui vont souvent complimenter ceux qu'ils aiment. Ils vont écrire des petits mots. Les mots sont pesés, réfléchis et significatifs. Ils aiment en retour que l'on souligne leur succès, qu'on les encourage, qu'on les complimente, qu'on mette des mots sur notre amour pour eux. Ils sont également très sensibles au ton de la voix qu'on utilise. C'est des personnes qui n'aiment pas du tout qu'on crie ou qu'on les bourrasse. Les mots doux sont comme un baume sur leur plaie. Ils sont aussi très sensibles à la critique. Si vous voulez les blesser, ramenez sur la table une erreur qu'ils ont faite dans le passé. Garder une liste des erreurs du passé est toujours mauvais dans un couple, mais c'est particulièrement néfaste pour celui ou celle qui parle le langage des paroles valorisantes. Le sarcasme aussi est très blessant pour eux. Le sarcasme, c'est l'opposé des mots d'amour intentionnels. On prend le temps de réfléchir à une façon de tourner une critique en blague méchante. C'est de la haine préméditée. Pour quelqu'un qui est sensible au poids des mots, ça fait mal. Lorsqu'on désire quelque chose de la part de celui qui est sensible aux paroles valorisantes, il est préférable de formuler une demande plutôt que de lui exiger quelque chose. Par exemple, une demande peut être mon désir peut être que je veux qu'il passe, l'autre passe la balayeuse. Une demande, ça sonnerait comme « J'aimerais beaucoup si tu pouvais passer la balayeuse aujourd'hui, ça me ferait plaisir. » Alors que si j'exige ou que je critique, c'est à ton tour de passer la balayeuse, c'est toujours moi qui fais tout ici. Ou exiger sarcasme. Je pense que je vais demander à la plante verte de passer la balayeuse, elle bouge plus vite que toi. Voyez-vous, quand on fait une demande, on se place en collaborateur de l'autre. Mais quand on exige, on se place en tyran. Cette vérité de la communication, c'est vrai pour tout le monde. Mais pour celui ou celle qui parle le langage des paroles valorisantes, c'est particulièrement important. J'ai quelques petits conseils pour vous. Si la personne aimée a comme langage d'amour les paroles valorisantes, puis que ce n'est pas le mien, comment je peux apprendre à parler ce langage-là? Voici quelques suggestions. Observez les gens dans votre entourage qui sont encourageants, comment ils font, puis qu'est-ce qu'ils disent. Prenez des notes. La communication, ça s'apprend. Quand vous regardez des films ou lisez un livre, prenez note des mots d'encouragement et d'amour qui sont utilisés. Vous pourrez peut-être vous en inspirer plus tard. Prenez note des bons coups de l'être aimé et soulignez-les régulièrement. Un truc très très important. Vantez les mérites de l'être aimé devant les autres.
Faites-le devant elle, mais faites-le quand elle est absente aussi. Un jour, le bouche à oreille, vos mots viendront à l'oreille de l'être aimé et leur effet va en être décuplé. Quand on vous honore publiquement, partagez le crédit avec votre conjoint. Écrivez des lettres d'amour. Vous savez, pour celui qui a les paroles valorisantes, les mots sont essentiels à sa santé émotionnelle. Les mots positifs l'élèvent et les mots négatifs l'écrasent. Si vous avez des enfants, apprenez-leur aussi, par votre exemple, à utiliser le langage des paroles valorisantes envers votre conjoint et envers les autres. Le temps de qualité. Le temps de qualité, c'est mon langage d'amour principal. Je pourrais en parler longtemps parce que je le connais, je le comprends. Et en plus, c'est un langage important pour les 5 des 6 membres de ma famille. Ce qui est souvent source de conflit et aussi un bon moyen de partager l'amour dans notre famille. Donc, c'est mon langage d'amour principal. Pourquoi je me sens frustré quand ma femme arrête de m'écouter pour répondre à la demande des enfants? C'est pas parce qu'elle veut m'ignorer. C'est pas parce qu'elle n'est pas intéressée à ce que je lui dis. Mais ma famille exige beaucoup de temps d'attention. Puis, à cause qu'il y a 5 des 6 qui ont ce langage d'amour-là, ils sont souvent en compétition pour le temps d'oreille de moi et de Cindy. Alors, c'est parfois dur pour moi et Cindy de se parler, de s'écouter, quand on est entouré de notre famille. Mais pour moi aussi, c'est très important qu'on m'écoute. Ma réaction émotionnelle est forte à cause de mon langage d'amour principal, le temps de qualité. Je me sens aimé quand j'ai toute l'attention de l'être aimé. Mais quand on me refuse l'attention, on me refuse l'amour. C'est la même raison pourquoi je peux me sentir jaloux d'une activité artistique de ma femme. Parce que quand elle crée, son attention est toute portée sur sa création, alors que j'aimerais l'avoir pour moi. Pour ma famille, les activités ensemble sont très importantes. Nos vies sont occupées et c'est facile de rentrer dans la routine, de négliger d'organiser notre temps particulier avec chacun d'eux, en couple et en famille. Mais quand nous négligeons ça, on le voit tout de suite dans l'ambiance. L'ambiance se dégrade dans la famille. Pourquoi? Parce qu'il y en a 5 sur 6 qui se sentent négligés. Parce qu'on fait, en faisant des activités qu'on aime ensemble, on partage notre langage d'amour. Les réservoirs d'amour étaient pleins et on a créé des souvenirs précieux qui seront un encre dans les moments difficiles plus tard. À chaque fois que mes enfants se remémoreront ces moments précieux où j'ai partagé du temps de qualité avec eux, dans leur cœur, ils ressentent l'amour de leur papa. It's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me. And I can just feel it, like literally feel it in my head. And it's relentless. And I don't know if it's going to stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever going to stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. Yeah, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. Yeah, that sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. If you would just... Don't... Cette vidéo humoristique représente les conversations significatives. Pour celui celle qui a le langage d'amour du temps de qualité, ce qui est important, ce n'est pas l'activité qu'on fait, c'est l'attention qu'on lui donne. Alors, une des dimensions importantes, ce sont les conversations significatives. On a besoin de se sentir écouté. C'est la personne qui décide d'avoir une grande discussion philosophique sur l'oreiller le soir, alors que l'autre veut juste dormir.
C'est très différent du langage d'amour des paroles valorisantes où la personne a besoin d'être affirmée. Ici, la personne a besoin d'être écoutée. Un phénomène qu'on observe régulièrement, c'est que les gens qui ont ce langage d'amour-là vont parfois se mettre en couple avec des grands silencieux. Parce que durant les fréquentations, elles se sentent écoutées, donc aimées. Dans ces couples, le grand silencieux est comme la mer morte. Tout entre et rien sort. Alors que l'autre est comme un petit ruisseau. Tout ce qui entre ressort et souvent il ne se passe pas 2 minutes entre l'entrée et la sortie. Durant les fréquentations, c'est super, mais après 10 ans de mariage, le petit ruisseau réalise qu'il ne connaît rien de la mer tranquille. Puis la mère tranquille réalise qu'elle n'en peut plus d'entendre les mêmes choses encore et encore. Elle en sait trop. Il n'y a plus rien à découvrir. Le défi de l'un est d'apprendre à s'exprimer et l'autre, son défi, c'est d'apprendre à écouter. Alors un petit conseil. Si votre être aimé a le temps de qualité et que ce n'est pas votre langage, voici quelques trucs pour vous aider à apprendre à parler ce langage. Pour celui dont le langage d'amour est le temps de qualité, être ensemble, c'est un ingrédient primordial. On ne parle pas juste d'être dans la même pièce, on parle de faire quelque chose ensemble. Être assis sur le divan, écouter la télévision, à regarder nos cellulaires, ça compte pas comme être ensemble. Il faut se donner une attention mutuelle, partager des idées, des expériences, des émotions. Donc, faites un projet ensemble, prenez des marches régulièrement ensemble, allez au resto ensemble et laissez vos cellulaires à la maison. Les cellulaires et les appareils électroniques du genre sont l'ennemi numéro 1 du temps de qualité. Tout l'effet bénéfique d'une activité ensemble peut être ruiné par l'interruption des appels, des textos et des réseaux sociaux. Ça peut être ruiné par la tentation d'effectuer une recherche Google ou YouTube. Lâchez ces appareils quand vous voulez partager du temps avec votre être aimé. Le deuxième truc, c'est d'écouter, écouter, écouter. Quand l'autre vous partage ses problèmes et ses inquiétudes, soyez pas en train de réfléchir à ce que vous allez lui répondre ou lui dire, ou à la solution que vous allez lui proposer, comme le gars dans la vidéo qui voulait enlever le clou. Comme la jeune femme n'était pas disposée à écouter une solution de son conjoint tant qu'elle n'avait pas senti qu'on l'avait écouté, qu'on n'avait pas senti qu'on avait reçu son état émotionnel, ses inquiétudes et ses peurs. Une fois que son réservoir d'amour rempli, elle aurait été plus disposée à recevoir une solution. Quand l'autre vous parle, maintenez le contact visuel. Arrêtez de faire ce que vous étiez en train de faire. Écoutez l'émotion. Confirmez que vous avez compris en exprimant en mots les émotions que la personne vient de communiquer. Je comprends que tu es triste dans cette situation. Disciplinez-vous à ne pas interrompre l'autre, surtout pour défendre ou imposer votre point de vue. Apprenez à parler de vos émotions. Beaucoup d'entre nous ont été enseignés à ne partager que les informations objectives et à ravaler nos sentiments. Le langage du temps de qualité demande une conversation significative, c'est-à-dire une conversation où chacun partage comment il se sent. Pour certains, c'est tout un apprentissage. Commencez par apprendre à identifier vos émotions durant la journée. Un petit truc, c'est de prendre une feuille et d'écrire. Par exemple, quand mon patron m'a demandé d'avoir fini cette tâche pour midi, je me suis senti 3 petits points. Faites des choses spontanées. Partez en road trip une fin de semaine sur un coup de tête. Décidez un matin de redécorer ensemble le salon ou de faire le sapin en juillet. Le langage d'amour du temps de qualité apprécie la spontanéité d'activités ensemble. Rappelez-vous que les 3 ingrédients du temps de qualité sont 1. Au moins un des deux a envie de le faire. 2. L'autre est prêt à participer. 3. Les deux savent pourquoi ils font une activité ensemble. C'est pour communiquer leur amour. Le langage des cadeaux. Pour celui qui a le langage d'amour des cadeaux, les présents offerts vont être liés à l'affection qui est communiquée dans le moment. Ce cadeau-là va être précieux parce qu'il est un totem de l'amour partagé. En 2018, mon fils Ésaïe, qui avait 8 ans, avait le langage des cadeaux. Aujourd'hui, ça a changé parce qu'il a grandi. Mais à l'été 2017, je venais de changer d'emploi, puis j'avais pas eu de vacances cette année-là. Donc, une fin de semaine du mois d'août, on a décidé de pacter la voiture, on a accroché notre vieille tente roulotte,
puis on est descendu à Percé un vendredi soir pour passer la fin de semaine. Au moins, on aurait fait un voyage en famille cet été-là. On a rempli notre samedi d'activités, puis j'ai laissé les enfants se choisir un petit souvenir dans une boutique. 1 an et demi plus tard, mon fils Isaïe jouait encore tous les jours avec le petit phare qu'il avait choisi à percer. Et quand on lui demandait d'où vient son phare, il pouvait nous raconter toute sa fin de semaine d'août 2017. Les souvenirs affectifs précieux de la fin de semaine sont intimement liés à l'objet. Et il gardait plusieurs objets comme ça qui sont significatifs, comme une boîte au trésor de photos que sa gardienne lui avait donnée lors de son dernier jour de garderie avant de rentrer à la maternelle. Pour celui qui a le langage d'amour des cadeaux, les bons moments et les émotions sont associés à des objets totems. L'objet donné n'a pas besoin d'être cher, n'a pas besoin d'être original, il a juste besoin d'avoir été donné de façon intentionnelle et avec amour. Dans presque toutes les cultures du monde, l'échange de cadeaux est intimement lié à l'échange d'amour dans le couple. Dans notre culture, on échange une bague qui représente notre alliance quand on se marie. Celui qui a les cadeaux comme langage d'amour aura tendance à ne jamais enlever son alliance, parce qu'elle est très symbolique de son amour et elle remarquera quand l'autre la porte. Si l'autre arrête de porter son alliance, cela aussi va avoir une forte portée symbolique. Pour lui, ça veut dire que l'amour s'effrite. En Israël, dans les temps bibliques, on échangeait la dot lors d'un mariage et cette dot était accrochée au foulard de la femme qu'elle portait sur la tête en signe de son alliance. Si votre être aimé a comme langage d'amour les cadeaux, il faut prévoir un espace pour de petits présents réguliers dans votre budget. Il arrive parfois qu'une personne très économe et pratique se trouve en couple avec une personne dont le langage d'amour est les cadeaux. La personne économe déclare des choses comme « Ah, les fleurs, c'est inutile puis ça coûte cher. Pourquoi on donne autant de bébelles à Noël? Ça sert à rien. » Cette personne ne réalise pas qu'elle est en train de déclarer à l'autre que son amour ne vaut rien, qu'elle ne vaut pas la peine qu'on lui offre un petit signe d'amour. N'oubliez pas que l'amour est lié au symbole. L'économe a besoin de réaliser que donner des cadeaux à son être aimé, ce n'est pas une dépense, mais un investissement dans son couple. Un autre aspect du langage d'amour des cadeaux, c'est le cadeau de soi. Une forme de cadeau importante pour celui dont le langage d'amour des cadeaux, c'est le cadeau de soi-même. Pour cette personne, le sacrifice de temps et de présence de l'autre pour la relation, c'est très significatif. Surtout dans des moments de crise. Par exemple, prendre une journée de congé du travail pour s'occuper de l'autre qui est malade sera vu comme un cadeau d'amour. Cependant, être absent lors d'un événement important de la vie, comme l'enfant qui découvre que son père n'est pas venu à son spectacle de fin d'année, va être perçu comme une grave insulte. Alors, des petits conseils. Essayez de faire une semaine de cadeaux. Sans avertir l'autre, offrez un cadeau à l'autre tous les jours durant une semaine complète. Quand l'autre vous demande pourquoi, dites simplement parce que je t'aime. Lors d'une activité spéciale, soyez attentif à un objet. Ça peut être un bâton, une fleur, une roche, un petit cadeau dans une petite boutique que vous pouvez prendre et donner à l'autre en symbole de l'amour partagé lors de cette activité. Je me rappelle une fois que mon fils Isaïe, lors d'une sortie au parc du Bic en famille, il s'était mis à réclamer qu'on passe à la boutique du parc pour lui acheter un jouet. Quand j'ai dit non, il s'est mis à pleurer en disant « Mais je pourrais pas me souvenir de notre journée si j'ai pas de souvenirs. » On a donc rapporté une belle roche qu'il a conservée. Il voulait un totem de l'affection qu'il avait ressenti durant la journée. Donnez quelque chose que vous avez fabriqué vous-même. Il va porter encore plus de signification. Donnez un calepin de suggestion de cadeau. Gardez un calepin de suggestion de cadeau. Quand l'autre dit « J'aimerais bien avoir ceci ou ça », prenez-le en note pour une future idée. Vous ne savez pas quoi lui donner? Demandez conseil à quelqu'un qui le connaît bien. Faites cadeau de votre présence. Offrez une journée à l'autre où vous ferez ce qu'elle veut ensemble. Offrez un cadeau symbolique. Offrez-lui de parrainer un enfant du tiers-monde ensemble ou donnez un montant d'argent à une œuvre qui lui tient à cœur en l'honneur de votre amour.
Vous pouvez planter un arbre devant la maison ou une plante verte si vous êtes en appartement. Et cette vie-là va être un symbole de votre amour qui grandit avec le temps. Alors le langage d'amour des cadeaux est un langage qui apprécie les symboles physiques et tangibles. Le quatrième langage d'amour dont je veux vous parler, c'est celui qui était de ma grand-mère Bissonnette. Il y a quelques années, la toiture du garage de mes grands-parents devait être faite. Puisque mes grands-parents avaient 85 ans, mon oncle est venu pour effectuer le travail un samedi. Il a installé l'échelle, il a sorti les outils, il a mesuré le toit, puis il est parti avec mon grand-père à Quincaillerie pour acheter les matériaux. À leur retour, ils ont trouvé ma grand-mère en sueur sur le toit, à 85 ans. Elle était montée, puis toute seule, elle avait arraché le bardeau du toit du garage pendant leur absence. Ma grand-mère ne se sentait pas obligée de le faire. Elle ne pensait pas non plus que mon oncle était incapable de le faire. C'était simplement sa façon à elle de lui dire qu'elle l'aimait. Mes grands-parents ont eu un mariage heureux qui a duré 70 ans. Quel était le secret de leur amour? Ils ont appris à dire « je t'aime » tout le temps, mais jamais avec des mots. Ma grand-mère le faisait avec des jardins de fleurs à la maison, puis au chalet. Ses repas étaient toujours somptueux, son ménage, ses conserves, en préparant les poissons après la pêche. Puis mon grand-père lui répondait en passant la tondeuse à la maison, puis au chalet, en lavant la voiture, en gardant les bâtiments en ordre. Je les ai jamais vus s'obstiner sur qui devait faire quoi. Ils faisaient leur service de bon cœur, avec le sourire et avec amour. En revanche, ils s'obstinaient tout le temps à propos des feuilletons à l'eau de rose à la télé, en particulier les Feux de l'amour puis Top Model. La personne qui a le langage d'amour des services rendus est généralement considérée comme une travaillante. Mais attention, c'est pas parce que quelqu'un est travaillant qu'il est automatiquement son langage d'amour. On le reconnaît parce que c'est celui qui vole toujours au secours des autres avec le sourire. C'est celui qui veut toujours bien faire les choses, mais pas dans un désir de perfectionniste, mais avec joie. Cette personne aime servir, mais elle se sent le plus aimée quand on lui rend service avec joie et amour. Au contraire, si elle doit demander et exiger de l'autre un service et qu'il le fait en ronchonnant, elle ne se sent pas aimée du tout. La motivation et l'attitude derrière est importante, parce que certaines personnes sont très travaillantes, mais pas par amour. Elles le sont par peur, la peur d'être réprimandées, la peur d'être jugées, la peur de ne pas être à la hauteur. Dans ce cas, ce n'est pas un langage d'amour. Elles ont un autre langage d'amour qui a besoin d'être comblé. Mais elles sont peut-être en couple avec quelqu'un qui a le service rendu comme langage d'amour, mais qui est devenu un tyran exigeant. Parfois, le tyran n'est plus physiquement là, mais est toujours dans la tête de la personne, puis cette peur de déplaire se transpose sur tout son entourage. Si c'est votre cas, la libération de la peur en Jésus-Christ, qui n'exige pas rien, mais qui a tout donné. Une des plus belles exemples de l'expression du langage des services rendus se trouve dans la Bible, dans Jean 13, 1 à 17. C'était le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller auprès du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Mais Jésus est venu de Dieu, il va auprès de Dieu. Jésus sait cela, il sait aussi que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Maintenant, tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre lui dit « Non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Jésus lui dit « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. »
Sinon Pierre lui répond, « Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui répond, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous, vous êtes purs, mais pas tous. » Jésus sait qu'il va le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit, « Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison. Je suis Maître et Seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le, vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. » Jésus n'avait pas besoin de laver les pieds de ses disciples. Ce n'était pas son rôle, mais il l'a fait pour leur montrer comment aimer et servir, ça va de pair. Alors, des petits conseils. Si le langage d'amour de votre être aimé est le service rendu, voici quelques idées pour apprendre à parler son langage. Faites une liste de toutes les requêtes qu'elle vous a faites dernièrement et décidez d'en faire au moins une par semaine sans qu'elle ne vous le demande. Ce sera pour elle, cette personne-là, une expression d'amour. Faites un calendrier de l'Avent de service. Chaque jour, d'ici Noël, votre conjoint trouvera une note inscrite « Aujourd'hui, j'accomplirai tel service. Pour toi, parce que je t'aime. » L'important de le faire avec joie pour que ça marche. Troisième conseil, demandez à votre être aimé de se dresser une liste de 10 choses qu'elle aimerait que vous fassiez et de les mettre en ordre de priorité. Cela vous donnera des idées pour votre plan pour communiquer l'amour ce mois-ci. Quatrième conseil, apprenez à vos enfants à faire une tâche dans la maison en le faisant avec eux. Quand votre conjoint est achalant avec un acte particulier, voyez-le pas comme une insulte, mais voyez-le comme une étiquette qui dit « Ceci est très important pour moi ». Prenez le temps de discuter calmement ensemble de la façon de vous demander les choses. Comment voudriez-vous que l'autre vous expose son besoin et son désir pour que vous vous sentiez respecté? Septième conseil, faites un gros service pour l'autre à son insu, comme une surprise. Et laissez-lui une petite note qui dit « Je l'ai fait parce que je t'aime ». Si vous manquez de temps pour faire des tâches pour aider, prenez la responsabilité d'engager quelqu'un ou de trouver de l'aide pour le faire. Ça aussi, ça va parler son langage d'amour. Prenez note des petites choses quotidiennes que votre conjoint vous demande qui l'énervent, comme mettre le linge dans le panier, baisser la cuvette de la toilette, changer le rouleau de papier. 10e conseil, demandez régulièrement à votre être aimé « Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi aujourd'hui qui te ferait plaisir? » Je me rappelle que Cindy et moi, on avait suivi un séminaire de couple. Puis, il y a une dame qui avait dit « Mon mari, il ne fait pas la cuisine. » Mais un jour, alors que j'étais dans la cuisine, il est venu et il a commencé à couper les légumes. J'ai soudainement eu tellement envie de lui arracher son linge et de sauter au lit avec lui. Vous voyez, le langage d'amour de cette dame, c'était les services rendus. Et son mari venait tout juste de lui dire « Je t'aime » avec un couteau et des légumes. Le 5e et dernier langage de l'amour est spécial, car contrairement aux autres, on a tous commencé avec ce langage d'amour comme langage primaire dans notre vie. Il est prouvé que le toucher affectueux des parents est essentiel au développement social, émotionnel et psychologique des enfants. Les bébés qui n'ont pas été touchés quand ils étaient tout petits développent des graves maladies mentales pour la vie. C'est pourquoi en bas âge, il est difficile et même impossible de déterminer quel serait le langage d'amour d'un enfant plus tard. Un de mes enfants, quand il avait 4 ans, avait le toucher physique comme langage principal.
Il demandait constamment d'être pris dans les bras et d'être câliné. Il voulait qu'on se couche avec lui tous les soirs avant le dodo. Il ne voulait pas nous laisser partir. Il nous rejoignait souvent dans notre lit pendant la nuit. Aujourd'hui, il aime encore être touché. Mais ce n'est plus son langage d'amour principal. Le temps de qualité a pris le dessus. Ses moments préférés aujourd'hui, c'est de jouer à des jeux de société ou des jeux vidéo avec nous. Le langage d'amour évolue et se transforme à travers de la vie, mais il se développe particulièrement durant l'enfance. Moi, cependant, le toucher, c'est mon langage secondaire, le deuxième langage d'amour. Il est presque aussi fort que le temps de qualité dans ma vie. Pour celui qui a comme langage d'amour le toucher, tous les contacts physiques sont significatifs et de forts communicateurs d'émotions. Une caresse d'une personne aimée remplit son réservoir d'amour, mais un toucher violent et agressif va communiquer fortement la haine et le dégoût. Il est important de se rappeler que bien que la personne qui a le toucher physique appréciera particulièrement l'acte sexuel, ce n'est pas l'acte simple qui va remplir son réservoir d'amour. C'est la tendresse du toucher qui l'accompagne qui va lui communiquer l'amour. Donc, si votre être aimé a comme langage d'amour le toucher, lui accorder une petite vite une fois de temps en temps, ça ne viendra pas combler son besoin. Ma femme, à moi, ne parle pas beaucoup le langage du toucher physique. Puis je me souviens qu'au début de mon mariage, je voulais toujours la coller. Mais elle ne voulait pas tout le temps. Puis plusieurs disputes sont nées de mes tentatives de la coller en se soldant par un « lâche-moi ». Je me souviens d'une fois où j'ai voulu la coller par derrière pendant qu'elle cuisinait. Puis elle m'a écorté les bras en grognant « Décolle, je suis en train de cuisiner !» Je me suis senti si rejeté que j'ai été à l'envers toute la soirée. Celui ou celle qui a le toucher physique communique son amour par le toucher, mais il se sent aimé quand on initie le toucher envers lui. Avant qu'on comprenne nos langages d'amour puis comment les communiquer, j'ai déjà testé ma femme en décidant de ne pas initier le contact physique avec elle jusqu'à temps qu'elle l'initie par elle-même. Après quelques jours d'attente en vain, je me sentais tellement rejeté, je me demandais si elle m'aimait encore, si j'étais désirable à ses yeux, puis si j'avais fait quelque chose pour l'offenser au point qu'elle ne m'aimait plus. Aujourd'hui, on a appris, puis on apprend encore à parler le langage de l'autre. Elle me laisse me coucher le soir, la tête sur ses genoux devant un film, même si je sais que ça l'énerve des fois. Elle me donne souvent des câlins de façon ponctuelle. Elle me prend la main quand on marche. Elle a appris à parler mon langage d'amour et j'ai appris à respecter le moment où ce qu'elle ne veut pas être touchée. On n'a plus autant de tension qu'avant à ce sujet. Le langage d'amour du toucher est simple et important. C'est un échange du toucher tendre. Celui qui a le langage d'amour du toucher a besoin qu'on le laisse nous toucher et qu'on le touche tout simplement. Cependant, dans la vie publique, plusieurs de ceux qui ont le langage d'amour du toucher n'aimeront pas être touchés par des inconnus ou des gens qui ne sont pas proches d'eux. Ils vont souvent avoir une très grosse bulle parce que le toucher est lié à leur vie émotionnelle. Le toucher d'une personne non désirée va être une intrusion dans leur vie privée. Il faut faire attention à ça. Alors voici quelques conseils. Si votre être aimé a le toucher comme langage d'amour, voici quelques conseils pour apprendre à parler son langage. En allant au magasin, en conduisant sur la route, au cinéma ou en faisant toutes sortes d'activités ensemble, prenez-lui la main. Frottez vos pieds sur ses pieds sous la table en mangeant. Au moment de quitter pour le travail, dites au revoir avec un câlin ou un baiser. Et au retour, dire bienvenue de la même façon. Établissez ensemble des moments où vous voulez être touché et des moments où vous ne voulez pas. En établissant des limites claires et des zones permises, vous évitez de le blesser en refusant un toucher. Un petit massage de cou ou un massage de pied une fois de temps en temps. Invitez votre conjoint à venir vous coller dans un endroit intime. Touchez votre être aimé devant les autres. Elle sentira que vous voulez montrer aux autres que vous l'aimez. Demandez à votre être aimé de vous faire une liste des façons dont il aime être touché ou qu'il aime toucher. En conclusion,
Apprendre à parler les langages de l'amour au quotidien, c'est pas si compliqué, mais ça demande un effort conscient d'observation et de gestes intentionnels. Il est important pour un couple et les familles de communiquer et de communiquer de toutes les manières possibles. Les langages d'amour ne sont pas la solution à tous les problèmes de couple et de relations familiales, mais c'est une grosse portion des conflits qu'on observe. Beaucoup de problèmes de comportement d'enfants sont causés par un réservoir d'amour vide. Beaucoup de familles brisées et de blessures sont causées par un réservoir d'amour qui est vide. Peut-être que vous vous dites, je veux bien parler les langages d'amour de l'autre, mais j'arrive pas à le cerner. Alors voici quelques trucs. Le petit test que vous venez de faire, c'est un guide. Il n'est pas parfait, mais c'est un départ. Il est disponible gratuitement sur l'Internet. Observez l'autre interagir avec vous et avec son entourage. Comment est-ce qu'il montre son amour? Les critiques et les plaintes sont de bons indices quand on prend le temps d'y réfléchir et de les écouter. De quoi l'autre se plaint-il le plus souvent? On fait jamais rien ensemble. Tu m'écoutes pas. Tu m'aides pas. Tu me dis jamais que mon souper est bon. Tu me touches pas. Observez comment l'autre raconte ses souvenirs précieux. Écoutez ses demandes. Dans quel domaine reviennent-ils le plus souvent? Observez ses choix d'activités préférées. Personnellement, moi, j'aime les aventures en forêt avec les gens que j'aime. Mais Cindy, elle aime beaucoup cuisiner pour les gens qu'elle aime. Quel que soit votre besoin et votre situation, avec du temps, des efforts et l'aide de Dieu, qui est la source de l'amour, il y a toujours une solution pour se sentir comblé et heureux à nouveau. En supplément, les langages d'amour au travail. On a aujourd'hui expliqué les langages d'amour dans le contexte de la famille, dans le contexte du couple. Mais vous savez, les langages d'amour s'appliquent dans toutes nos relations, comme par exemple au travail. Connaître les langages d'amour de mes collègues et employés peut améliorer mon milieu de travail. Je vous donne quelques exemples. Quelqu'un qui aurait le langage d'amour des paroles valorisantes. Je peux aller le voir et lui dire « Wow, quand tu as pris en main la situation avec le client, j'ai vraiment été impressionné. Je trouve que tu es un coéquipier important. » Il faut le valoriser avec des mots. Un collègue de travail qui a le temps de qualité comme langage d'amour. « Salut, tu as l'air maussade ce matin. Est-ce que tu veux qu'on prenne 5 minutes pour que tu me dises ce qui ne va pas? » Donnez-lui du temps. Les cadeaux. Quelqu'un qui a le langage d'amour des cadeaux. Tu as fait un excellent travail aujourd'hui. Je t'offre de prendre un congé bien mérité demain matin. Tu pourrais peut-être rentrer après dîner. Pour quelqu'un qui aurait les services rendus comme un langage d'amour. Je trouve que tu en as beaucoup sur les épaules. Laisse-moi un peu te décharger cette semaine. Je vais prendre une partie de tes responsabilités. Pour quelqu'un qui a le toucher physique. Je suis vraiment heureux de te voir aujourd'hui. Tu mets du soleil dans ma journée. Et c'est important de lui donner une petite tape dans le dos et de mettre la main sur son épaule. Les langages d'amour sont bons partout. Il suffit d'apprendre à les identifier et à les parler.